Et à la fin de la première année, ça commence un peu à me peser ses études, même si je comprends que ce soit son Ouais. objectif. Mais je commence un peu à passer... Enfin, je passe au second plan. Sur une relation toute fraîche, c'est un peu dur à vivre. Il va me quitter un soir où je rentre d'une colle. Il est 19h30. C'est le rituel du vendredi soir, sushi. Et là, il n'y a pas de sushi quand je rentre. Je fais, il y a un truc qui cloche. Et là, il me dit que c'est fini, qu'il n'en peut plus. Et moi, je tombe des nues parce que, comme je te le dis, là, j'ai du recul sur ce qui s'est passé. J'avais pas capté qu'il était en souffrance. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Quand une âme d'artiste rencontre une âme pragmatique, ça donne une myriade de situations, de sentiments et de couleurs. Corentin et Rayane se rencontrent il y a 12 ans, quand Corentin cherche encore sa voie et que Rayane donne tout pour réussir ses études de médecine. Ensemble, ils vont vivre intensément et faire évoluer leur relation au fil du temps, en traversant 1000 nuances d'amour et d'émotion, jusqu'à être aujourd'hui les heureux parents d'une petite fille de 2 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, 50 nuances d'amour. Alors, Corentin, est-ce que tu es prêt à te prêter au jeu Des hashtags. Des hashtags. Je les ai notés. Pour te décrire toi-même dans un premier temps, s'il te plaît. Alors, le premier mot que j'utiliserai pour me décrire, c'est jovial. J'aime bien m'amuser, j'aime bien voir tout de manière positive, j'aime bien sourire et c'est vrai qu'on me dit souvent que que j'ai l'air constamment heureux. Donc je pense que c'est un bon reflet de ce que voient les gens et de ce que j'ai envie aussi de renvoyer. Voilà, de profiter. Alors je confirme parce que je te connais pas depuis longtemps. Ouais. Et c'est vrai que la première impression est hyper joviale. Ce sourire ne te quitte jamais et c'est Merci. Très marquant. Ok. Voilà. Donc je ne me suis pas trompée. Alors, et par contre, le deuxième, ça c'est un truc que tu ne vois pas forcément, mais je suis très maniaque. Alors tu le vois peut-être là parce que tu es à la maison, mais c'est un défaut comme une qualité. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de moi. J'aime tout ranger, j'aime tout organiser, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Voilà, c'est un truc que je sais que ma mère est pareille, mon frère est pareil. Voilà. Il y a une transmission culturelle sans la maniaque. Ouais, je crois qu'elle maman nous a transmis beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, ça peut créer donc maniaque. Ok, tu m'en veux pas trop d'avoir déplacé le fauteuil ? Je remettrai quand tu partiras. Non, ça va, mais c'est vrai que j'aime que tout soit... j'aime que ce soit un peu organisé, un peu... Ça éclaircit ta vision des choses. Exactement, ça me vide la tête, ça me fait un bien fou et rentrer chez moi, par exemple si on parle de l'intérieur, et de voir que c'est propre, que c'est rangé, qu'il n'y a rien à faire, je peux vraiment juste me poser et décompresser de ma journée. Alors que les fois où je rentre et où j'ai pas eu le temps et qu'il y a un peu de bazar, et pour moi le bazar ça devient vite très angoissant. Okay. Et donc en fait je vais rentrer et je vais m'en occuper et je vais pas me reposer. Okay. Tu vois l'espèce de cercle. Après. Je vois bien. Voilà. Tu as un troisième hashtag ? Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis fan de coffee shop. Je pense que j'ai une carte sur mon téléphone qui recense tous les coffee shops de Paris et tous ceux qui ouvrent surtout. Et je fais au moins 1 ou 2 cafés par jour avec des amis, tout seul. Okay. J'aime ces ambiances-là, j'aime l'odeur des lieux. Tu vois cette espèce d'odeur de café chaud quand tu rentres. J'aime me poser et juste observer les gens, la vie parisienne. Je sais pas, ça me passionne. Un autre petit mot pour me définir, je dirais que je suis rien sans mes copines. C'est vraiment genre... Alors mes copines au sens large, c'est copains, copines, amis. Mais j'ai besoin de voir des gens tous les jours. J'ai besoin d'être entouré et je suis hyper bien entouré. J'ai énormément de chance. J'ai que des gens hyper bienveillants et à l'écoute et avec qui je partageais des moments hyper importants. Et donc tous les jours, toutes les semaines, je vois mes potes. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle
je ne quitterai pas Paris, c'est Ouais. que je ne peux pas m'éloigner de mon cercle amical. Ok. C'est Donc, très, très important. ouais. Donc l'amitié a une place Ah ouais. prépondérante dans ta vie. Ouais, énorme. Et enfin, ma passion, c'est mon métier aussi, mais c'est la céramique. Je crois que ça fait vraiment partie de moi. Je veux dire, il y en a partout à la maison. Il y en a. Quand on part en vacances, je vais visiter des ateliers de céramistes. C'est très présent dans mes conversations et dans ma vie. On va commencer par peut-être #bobo de merde, puisqu'il faut l'assumer. On est à Paris, on est à vélo, on mange bio, on mange pas trop de viande. Bon, voilà, je pense qu'on a résumé la position sociologique. Deuxième hashtag, peut-être zéro inhibition. J'ai un peu de mal à cacher mes émotions et ce que je pense des autres. D'accord. Ça donne quoi au quotidien, du coup? Au quotidien, ça donne des situations gênantes. Probablement. Ou pas. Non, ça donne une grande franchise. Voilà, on perçoit très vite ma perception de la conversation Ok. ou des opinions qui sont exposées en face. J'ai du mal à me retenir. Ok. Ou quand on m'emmerde, je peux vivement réagir. Ok. Et genre éclat et tout? Éclat de Éclat. voix? Moi, je peux vite monter, hein, mais je suis d'une grande bienveillance et d'une grande douceur, mais c'est vrai que ça peut dégénérer. Ça peut partir en Mais cacahuète. jamais de violence. Ok. Juste beaucoup d'intensité. Ok. C'est pas toujours facile quand on est embarqué émotionnellement dans un débat de se contenir. Je suis capable d'en sortir. Ouais. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Je sais que je peux. Que je Gérer. suis très passionné. Hein, c'était un des Ouais. hashtags. Passionné. Ouais, voilà. Ça fait partie, je pense, de mon tempérament. Ouais. J'adore mon métier. Je suis hyper engagé contre toute forme d'oppression, de discrimination, que ce soit LGBT, racisme. J'ai du mal à tolérer toute forme de mise à l'écart, que ce soit institutionnelle ou dans la vie privée, quoi. Donc, c'est vrai que je suis assez engagé. Hashtag, pour ceux qui me connaissent, silence ça pousse. Je suis un grand amoureux de la nature et de mes plantes. Et voilà, j'aime observer, j'aime contempler. Voilà, c'est l'autre facette très ralentie de ma personne. La patience du jardinier me caractérise aussi bien. Ok. Moi, tout autour de nous, il n'y a que des plantes vertes. Sur ta terrasse, j'ai l'impression d'être dans une jungle. Et tu as un dernier hashtag. Eh bien, je crois que je l'ai dit au passage, hein, bienveillance. Ouais. Ok. J'essaye d'aborder les autres en me défaisant de toute forme de préjugés, parce qu'on en a tous, même si on y est attentif. Et j'essaye de faire preuve d'empathie et d'essayer de comprendre la situation avant de m'impliquer. Corentin, il y a une deuxième question piège. Est-ce que tu as 5 hashtags pour le décrire, lui? Ouais, c'était difficile hein, de résumer en 5 hashtags. Mais le premier, et je pense que tu pourras le valider, c'est que c'est un botaniste invétéré. C'est un passionné de plantes. Et c'est vraiment pour ça qu'on a choisi cet appartement avec un extérieur. C'est qu'il peut vraiment se laisser aller à toute sa créativité botanique. Je ne sais pas quel terme on peut utiliser, mais c'est vraiment où qu'on aille, il chope une bouture de plantes. On visite tous les jardins extraordinaires, tous les parcs. Il achète des espèces rares. Enfin, c'est génial. Ouais. Et du coup, moi, en tant que conjoint, c'est génial d'avoir ça. Ouais. De le voir. Et il peut passer des journées entières à l'extérieur sans que je ne le voie. D'ailleurs, ça, c'est un bon plan. Les jours où j'ai envie d'être tranquille, je lui dis, t'as pas un peu de jardinage à faire là? Et vraiment, il peut ne pas boire, ne pas manger. Il disparaît, quoi. Il fait ses petits trucs. Génial. Ça le transporte. Ah, clairement. Le deuxième truc, c'est que c'est un grand fan de badminton. Ah, voilà. Cool. Donc ça, il y va toutes les semaines. Et pareil, c'est son défouloir, c'est son échappatoire. C'est le moment où il se vide complètement. Mais au point que quand il rentre, il est vagal, quoi. Il s'épuise tellement il veut jouer pendant 3-4 heures d'affilée. C'est super physique, le badminton. C'est hyper physique, il saute dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment une autre de ses grandes passions. C'est aussi un cuisinier hors pair. Franchement, là, franchement, j'ai de la chance. Il est parfait. Ouais, il est réunionnais, il cuisine créole, mais pas que, mais vraiment, c'est génial. Enfin, c'est trop bon. Et il adore ça. Il adore passer du temps en cuisine. Trop bien. Donc franchement, il nous régale. L'autre truc qui est un peu à double tranchant, c'est qu'il est très frontal. Je dirais sans langue de bois. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'il n'a pas de secret, il te dit tout, mais il te dit tout
à l'instant T, en face, à des moments où tu n'es pas toujours prêt à recevoir. Et ça marche avec moi, mais ça marche avec son entourage, ça marche avec les gens avec qui il travaille. Donc voilà, ça a pu créer des petits moments parfois compliqués, surtout professionnellement. Mais voilà, il est très transparent et ça, moi, j'apprécie. Et le dernier truc, je vais quand même lui jeter quelques fleurs, c'est que c'est quand même un incroyable papa. Enfin, franchement, Génial. j'ai découvert ça plus sur le tard, évidemment, puisqu'on est fraîchement papa. Et c'est une partie de sa personnalité que j'ai découverte et il excelle dans ce rôle, vraiment. Alors, je commencerai par douceur, puisqu'il est d'une patience et d'un abord extrêmement apaisé et chaleureux. C'est vrai que moi, je sortais de relations extrêmement passionnées, épuisantes, et la rencontre avec Corentin, ça a été la prise de conscience que une relation de couple pouvait être quelque chose de calme et de pour autant d'intéressant et de profond. J'avais la romance nerveuse avant de rencontrer Corentin. Voilà, donc douceur. Ensuite, esthète. C'est vrai que quand il est arrivé avec ses lunettes écailles, je ne pouvais pas ignorer que c'était un esthète assez avant-gardiste. Dans le look, d'ailleurs, à chaque fois qu'il déballe ses colis Vinted et qu'il me les montre, je ne peux cacher ma perplexité devant les imprimés léopard et zèbre, mais je me surprends à les porter 3 mois plus tard. Voilà, et puis son acuité en tant qu'artiste, voilà, il est toujours très, très, très curieux et très éveillé sur ce qui l'entoure. Voilà, hashtag goût de vivre aussi, puisque on s'amuse beaucoup. Il a le goût de la fête, le goût des amis, le goût du sucre. Le goût du sucre. Voilà. Pourquoi le goût du sucre? Il aime Les gâteaux. Il aime manger, Corentin. Mais moi aussi, on s'entend là-dessus. Courage, ça c'est aussi quelque chose qui le caractérise, parce que je me moque de ces imprimés léopard, mais il faut un peu de courage pour s'exposer dans certains choix vestimentaires. Alors ça c'est un petit courage, mais un grand courage aussi pour s'assumer en tant que gay dans l'espace public, sur les réseaux, de montrer sa coparentalité, de se travestir pour son anniversaire et de se montrer en ligne, de faire fi des haters et de témoigner en tant que couple sur Combini. Enfin, c'est vraiment des trucs. Jamais, moi, je me serais embarqué seul là-dedans. C'est lui qui est moteur. Témoigner de notre rencontre à ton podcast, c'est pas du tout moi. J'aurais jamais osé. Voilà, courage. Et un dernier, tous azimuts. Alors là, on dirait que j'ai 65 ans. Il est capable boomer. de se décentrer par rapport à l'autre. Il est capable d'être extrêmement impliqué dans une relation de quelqu'un de très différent de lui, tous azimuts, parce qu'il va être capable de s'intéresser à la peinture, à la sculpture, à toute forme d'art, de s'intéresser à d'autres formes de couple. C'est lui qui me parlait de polyamour et de trouble quand je l'avais jamais entendu parler, et tous azimuts, parce que c'est un peu notre télérama à la maison, Corentin. Si tu veux sortir, t'envoies un message à Corentin et tu connais les expos, les bons restos, voilà. Ok, j'hésiterai pas. Il a une carte avec des tags sur chaque... Donc on est dans un quartier, je lui dis on mange, il ouvre la carte et il a toutes les épingles sur les lieux intéressants. Corentin, quand tu vas le rencontrer quand, Ryan? C'était il y a longtemps? T'avais quel âge? Quelle était ta vie? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais un amoureux, une amoureuse? Est-ce que tu avais déjà eu des histoires marquantes? Alors, Ryan, je l'ai rencontré il y a 12 ans, donc ça commence à faire un petit peu en 2011. J'avais donc 12 ans de moins, donc j'avais 22-23 ans exactement. Je sortais d'une relation avec un homme qui avait duré 2 ans, je crois, mais qui s'était vraiment mal terminée. Et en tout cas, c'était une histoire qui m'avait épuisé. Épuisé parce que c'est quelqu'un que j'avais vraiment dû porter, Oh, voilà, je l'aimais beaucoup, donc j'ai fait beaucoup pour lui. Et vraiment, quand ça s'est terminé, j'étais lessivé. Donc je me suis dit, pas de couple, plus rien. Je vis tranquille, je m'amuse un peu. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je faisais 2-3 rencontres, mais enfin, pas tant que ça. Et tu faisais des rencontres sur les applis ou Ouais, dans la alors vraie il n'y vie? avait pas d'appli parce que... Ah, il y a 2 ans, il n'y avait pas d'appli. Non, donc c'était sur Internet, mais il y avait pas on n'avait pas de Ok. smartphone. Donc là, déjà, les gens se disent, Attends. ah bon, Attends, mais il y a 12 ans, du coup, on était en 2011. 11, ouais. Il n'y avait pas de smartphone. Il n'y avait pas en tout cas les applis de rencontre comme Ouais. il y a Grindr, Ouais. Tinder et compagnie.
Donc ça se passait sur la toile et Il y a des petites annonces dans les journaux ou et pas? alors je suis pas si vieux que ça. Mais ça se passait sur des forums. Donc c'est quand même juste le mot forum, ça te replace un peu le contexte. Et je vivais à ce moment-là à Angers, qui est une plus petite ville, assez catho, assez conservatrice. Et donc il y avait un seul bar gay pour toute la ville. Mhm. Donc je sortais de temps en temps là-bas avec des copains, donc ça arrivait de faire des rencontres. Mais tu rencontrais pas beaucoup de nouvelles personnes. En fait, c'est toujours les mêmes qui gravitaient dans ce bar. Et donc ensuite, il y avait un forum qui fonctionnait bien à Angers à l'époque qui s'appelait Gaypax, qui existe toujours, ce que j'ai checké. Ah oui, on a regardé Exactement, l'autre j'étais jour. rentré et ça ressemble toujours à un espèce de forum hyper pixelisé. Ah ouais, c'était le design Ouais, des je sais années pas si les gens 2000, quoi. l'utilisent encore d'ailleurs, mais Ce serait intéressant de savoir. ouais. C'est drôle. Il faudrait que je recrée un compte juste pour voir, ça pourrait être vraiment drôle. Et donc j'étais sur ce forum et ça m'est arrivé de discuter. Je discutais pas mal avec des gars, mais d'en rencontrer, j'en ai pas rencontré tant que ça. Mais aussi parce que je crois que j'en avais pas envie à ce moment-là. Je vivais intensément à Angers, dans la même ville que lui, où je menais mes études de médecine, qui nous prenaient beaucoup de temps et d'énergie. Je vivais à côté de mes études de médecine, puisque en fait, c'est tellement long qu'on ne peut pas survivre si on ne se construit pas par ailleurs. Et puis, c'est des âges clés, quoi, hein. Les études de médecine, c'est 17-18 ans jusqu'à 25-26. Donc, c'est un peu le nœud de nos constructions. Et du coup, voilà, c'était une vie aussi de fêtes, de sorties, de relations amoureuses. Voilà, c'était pas que les études. Ok, donc ta vie se partageait entre quand même tes études, tes révisions. J'imagine toujours Ouais, les étudiants en bah, pas des, médecine en train de ouais, réviser. des apprentissages, Ouais, ouais, c'était ça. Réviser, pas forcément, parce qu'en fait, c'est un empilement de briques, hein. ok, C'est pas du bachotage. Il y en a ok, un peu à la fin au moment du concours, mais ouais. c'est surtout au quotidien, savoir engranger des raisonnements et des connaissances et progresser, quoi. Et t'avais une vie sentimentale riche? Ouais, ça va. On sortait beaucoup. C'est vrai qu'il y avait eu mon coming out enfin ma prise de conscience, Mhm. ma vie d'homme gay s'est déroulée à Angers quand je suis arrivé pour faire mes études, quand j'ai quitté le cocon familial. Donc c'est là que tout s'est joué. Donc beaucoup de sorties, quelques mecs avant Corentin, et à chaque fois des relations assez passionnées, intenses, pas toujours très longues, mais ouais, c'était une vie trépidante. Et puis au cours des conversations sur ce forum est apparu Réanne. Ah, tu l'as Euh, rencontré sur et Gaypax. donc je l'ai rencontré sur ce forum. Et en fait, là-dessus, je m'étais jamais trouvé de mec amoureusement ou sexuellement. Je me suis fait mon réseau d'amis parce qu'en fait, toute la communauté d'Angers, qui était assez restreinte, était sur ce réseau ou un autre, ou d'autres réseaux. Mais en réalité, je me suis surtout fait des potes là-dessus. Et donc, je discutais avec Corentin. Et en fait, pour la petite histoire, on habitait dans la même rue, mais on l'a découvert après coup. On ne s'était D'accord. jamais croisés depuis tout ce temps. Et À Angers, vous ne vous étiez jamais non, croisés, ni dans dans ce le lieu de bar? rencontre, ni même dans la rue ou en faisant nos courses. Ok. En tout cas, je l'avais pas repéré à ce moment-là. Tu faisais quoi comme boulot, toi? T'étais étudiant? Non, à ce moment-là, je travaillais pour mes parents et j'étais commercial. J'organisais des arbres de Noël pour des entreprises. Ah, génial. Ouais, Ok. ouais, c'était hyper cool. En fait, je venais de terminer. J'avais travaillé dans la restauration avant, mais ça m'avait épuisé aussi. Ok. Et je voulais reprendre mes études. Et donc, c'était cette espèce de période de transition avant de reprendre la fac et en arrêtant mon boulot précédent. Et donc, voilà, je le rencontre sur ce site. Mais alors, j'attends, enfin, vraiment, comme je t'ai dit, j'attendais rien Ouais. du tout. On papote un peu et il était pertinent. Il posait des questions. Il était malin, en fait. Enfin, tu vois, et c'était pas juste. C'était pas les phrases bateau de rencontre, il posait des vraies questions intéressantes. Et je me suis dit, cool. Et je crois que lui, de son côté, s'est dit la même chose. Puisqu'en fait, très rapidement, il m'a dit, mais tu sais quoi, prenons un café. Mais genre en quelques jours. J'ai pas du tout appris à le connaître à l'écrit. J'ai vraiment appris à le connaître par la suite quand on s'est rencontrés. Donc ça a été D'accord. très vite. Je me suis dit, waouh, il est quand même hyper entreprenant, mais Ok. ok pour le café. Ce que tu dis, c'est que vous n'avez pas du tout de relation épistolaire Pas en du tout. message. Par contre, Pas tu es du tout. intrigué Ouais. par le côté incisif de ces questions, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, il y a une personnalité Ouais. intéressante. Il faut que je le rencontre. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, je le trouve intéressant. Ok. Sa photo de profil était assez rigolote. Il avait les cheveux très très longs, très bouclés. Et il avait une posture. Il était en train de sauter. C'est une photo qui a été prise de lui quand il était en train de sauter
d'un rocher ou je sais pas. Ouais. Et donc avec tous ses cheveux au vent et tout. Et je sais pas, il avait l'air vraiment fun en plus. Donc je me suis dit, Ok. évidemment très beau. Sur la photo, il me plaisait. L'échange m'a un petit peu piqué, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bah, ok, acceptons ce café. Et là, il me propose un café chez lui. Je me dis, wow, ok, le Ah mec, ouais. le gars n'a pas le temps. Le gars n'a pas le temps. Mais bon, pourquoi pas, on habite à côté, je sais pas. On était un peu insouciants, je pense. Enfin, je sais pas. Je me suis laissé porter et donc je débarque chez lui. Et là, la première surprise, c'est que il avait les cheveux courts. C'était plus du tout le gars Ah de la oui. photo de profil, mais absolument pas un problème. Hein, j'ai pas de critères comme ça. Mais je me suis dit, ah tiens, ok. Première petite surprise. Après, je m'installe enfin, chez lui dans son salon. Et là, on commence à faire connaissance. Il me parle de ses études. Il était étudiant en médecine. Et en fait, il m'explique que c'est aussi pour ça qu'il veut pas perdre trop de temps sur les applis, qu'il préfère rencontrer les gens et chez lui parce qu'en fait, comme ça, il perd pas de temps. Parce qu'il était sur la fin de ses années de médecine et c'était révision à fond. Ok. Tout était hyper cadré. Ah ouais. C'était son objectif, c'était vraiment de réussir ses études pour obtenir la spécialité de son choix ensuite. Ok. Voilà. Je suis assez admiratif, tu vois. Je me dis, waouh, c'est une tête, quoi. Vraiment, le gars Ok. se concentre à fond sur ses études, il est hyper mignon. Et puis, je sais pas, on échange et il est très, comme je te disais tout à l'heure, frontal. Et du coup, ça le rend hyper taquin, tu vois. Il laisse rien passer. Je me souviens que quand je commençais à parler d'un sujet qui me concerne, par exemple, il rebondissait tout de suite dessus, puis il venait un peu me piquer au vif, voir comment j'allais réagir. Est-ce que j'accepte le débat? Est-ce que j'accepte la critique? Ok. C'était chouette et je me suis dit, ok, il est Ah. vraiment malin. Et ça m'a beaucoup plu. En fait, il y a eu un jeu. C'était une espèce de joute et de jeu. Voilà, c'était assez excitant, c'était assez chouette. Et tout de suite, en fait, alors Oh, que vous ne vous êtes jamais exactement, vus. mais ça, c'est vraiment dans sa personnalité. Je l'ai découvert par la suite, mais tout de suite. Qu'est-ce que tu pensais de lui quand tu le rencontres? Ben, qu'on était très différents et que ça n'était intéressant. Pourquoi vous Euh, étiez très différents? on était différents dans la mesure où peut-être que le look déjà ne la Ah première oui, abord de la personne c'était le look et c'est vrai qu'il arrivait, il ressemblait à un gentleman farmer avec c'est vrai. des lunettes qui étaient comme celles de mon papy à l'époque, des lunettes écailles, la Ouais. grande veste, la grande parka, les bateaux, un peu des codes de la bourgeoisie. J'étais là, ouais, c'est Ah, pas c'est le même marrant. univers. Et Parce que toi, t'es habillée comment? moi, j'étais dans ma période un peu assumation excessive. J'étais habillé comme Mika, tu vois. Ok. Pour ceux qui connaissent encore Mika. Attends, ça veut dire que tu mettais quoi? Des chemises à paillettes? J'avais des cheveux longs, bouclés. Ah ouais. Je mettais des Converse, un côté vert, un côté violet, et puis ouais, des assortiments de couleurs improbables. Criard. Et c'était l'opposé de l'apparence de Corentin. Donc déjà, quand j'ai ouvert la porte, je fais ah ouais. Mais du coup, ça m'a intéressé de le rencontrer, de discuter. Moi, j'ai grandi à La Réunion, dans une famille d'un côté un peu petit milieu intellectuel de prof, et du côté de ma maman, commerçant, voilà. Et c'est vrai que sa famille, c'était petite bourgeoisie de l'Ouest, commerçante aussi, mais avec des valeurs plutôt de droite. Et du coup, je percevais cet héritage chez lui, même si politiquement, il se plaçait déjà pas comme sa famille. Et du coup, je trouvais que cet aspect de sa personne, un peu en rupture avec sa Ouais. famille, était intéressant. Et physiquement, t'as une attirance. Ouais, je le trouve très très Ouais. beau. J'ai pas de cri. Enfin, franchement, j'ai eu des mecs très très différents Ouais. et des meufs aussi d'ailleurs avant. Mais lui, ouais, je le trouve vraiment très très beau et très très beau trait. Et évidemment, c'est le petit bonus quoi. Encore aujourd'hui, je le trouve vraiment très beau, mais c'est vraiment pas ce qui m'a tout de suite le. Sa personnalité, Ouais, j'ai c'est l'impression. vraiment sa personnalité. C'est un tout, mais Ouais. c'est d'abord sa personnalité, sa manière de s'exprimer, de te regarder, d'essayer de. Ouais, ouais, vraiment, il y avait un jeu. C'était chouette. Et donc, je suis parti un peu de ce. Ça n'a pas duré très longtemps parce il voulait réviser. C'était- C'est un peu comme si je venais de passer un entretien, là, tu vois, quand j'y pense. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Et donc, je m'en vais. Et c'est vrai que je me dis, bon, j'ai bien envie de le revoir. Je me souviens pas lequel de nous deux a recontacté Mhm. l'autre. Mais assez rapidement. Ah, si, je crois qu'après, il m'a proposé un verre à nouveau. Donc, ça devait être lui, avec ses potes. Donc ça, genre, le truc un peu intimidant. Et il avait une bande de potes sur Angers, sa bande de potes gays, entre guillemets. Et je pense qu'il avait un peu envie de me tester. Ouais, je sais pas. Il voulait un peu me soumettre à l'épreuve. J'en sais rien, en tout cas. J'ai été boire un verre En avec tout ces cas, potes-là. c'est encore une fois hyper entreprenant.
Ouais, carrément. Il prend aussi un risque, c'est qu'il s'ouvre, il me présente ses amis Oui, qui vont pas forcément être tendres avec lui, tu vois. Enfin, j'en sais oui, rien. oui, Mais il est prêt oui. à ça. Ça lui a pas posé de problème du tout. Et toi, à ce moment-là, vu il t'a plu tout de suite, et dans l'échange Ouais. en message et quand tu le vois en vrai, toi, tu envisages à ce moment-là la relation comme quoi? Ah, T'as aucune non, attente? non, non. Ok, J'ai envie de le revoir. t'as envie de le revoir. Mais parce qu'il m'a plu. Mais j'envisage rien du tout sur le Ok, long terme. J'ai envie de le revoir. ok, Justement, tu ouais. sais, il y a ce truc de il m'a plu, est-ce que ça va se confirmer ou pas, mais il faut que je le revoie. Donc on fait cet apéro-là avec ses potes et ils sont hyper accueillants, hyper sympas. Et suite à ça, j'ai commencé aussi à faire des trucs avec eux. Donc j'ai été convié assez rapidement à leur soirée. Mais pendant toute cette période-là, la période totale, je pense que ça a duré 3 mois avant qu'on se mette ensemble. Non, mais pas qu'on se mette ensemble, pardon, avant qu'on s'embrasse. Ah, Et toute cette période-là, on se voyait énormément à partir de ce voilà et avec ses amis ou sans ses amis et on a commencé à faire plein de trucs. Donc on a été régulièrement au cinéma ensemble, on a évidemment continué de se prendre des cafés, on est allé au sport ensemble. On allait dans la même salle de sport, donc on ouais. essayait de caler un peu nos créneaux. On a commencé à courir ensemble, on allait aux soirées ensemble et voilà, je sais pas, ce truc-là a fait que, bah, j'ai appris à le connaître vraiment à travers ses amis, à travers ses loisirs, à travers son lieu de vie. J'ai pas arrêté de me faire courtiser pendant ce temps. D'accord. Et du coup, bon, bah, j'étais un peu dispersé. Voilà. Et après, c'était un peu mon humeur de l'époque, hein, la dispersion. Hein. C'était, voilà, L'humeur de l'époque. J'aime bien. je savais pas où donner de la tête et puis je me laissais vivre comme ça. Et donc, Corentin a dû un peu persévérer pour que je me concentre sur sa personne. Et pour toi, c'était une période de séduction où vous étiez Ouais, presque... Ouais, c'était un jeu, c'était le jeu. c'était juste du jeu de séduction. C'est long, 3 mois. C'est trop bien. Vraiment, je pense que c'est ce qui fait. Enfin, je sais pas si c'est la clé de notre couple, mais c'est ce qui a fait que vraiment on a pris le temps d'apprendre à se connaître avant de se mettre Ouais. ensemble et que maintenant on est hyper proches, quoi. Cela dit, j'ai appris après que j'étais quand même en compétition Ah, avec 2 autres à ce moment-là. Donc c'est peut-être ok. aussi pour ça qu'il a pris son temps. Mais je regrette pas vraiment ces 3 mois. Ils étaient, on était sur notre petit nuage. On avait envie de se voir. Les moments où tu as envie de voir personne, enfin, tu vois, il y a aucun engagement. Tu peux lui poser toutes les questions. Enfin, Ouais. c'était génial, par exemple, d'aller au cinéma ensemble quand tu connais pas vraiment la personne sur un film Ouais. banal. Mais par contre, d'en débriefer après, de voir le point de Mm. vue de chacun, Mm. d'aller au resto ensemble, de voir les goûts. Enfin, Et toi, tu résistes? non, mais j'ai envie d'aller plus loin à ce moment. Là, ça commence à me titiller vraiment. Mais en fait, je respecte, je vois qu'il prend son temps et en fait, j'apprécie les moments. Donc, c'est très bien aussi. Ce moment où tu cristallises à bord là, sur Ouais, l'autre, ouais. tu fantasmes, t'imagines Ouais, plein de mais je voulais trucs. pas non plus retomber dans un truc trop couple comme j'avais pu avoir avant. Ok. Donc, je pense que j'avais très envie de l'embrasser, d'aller un peu plus loin avec lui. Mais il y avait ce côté où c'est pas mal qu'on prenne notre temps. Je sais pas trop où on en est. Et en vrai, j'avais 22 ans. Tu vois, Ouais. t'as pas envie de repartir dans une relation si jeune. Qu'est-ce qui va briser la glace? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'était une soirée, on est dans un bar avec un de mes potes. On est tous les 3, on passe une super soirée, on boit un peu, quelques cocktails et vraiment, tu vois, genre, on rit aux éclats, on se regarde intensément, comme beaucoup de moments qu'on a pu passer ensemble et vraiment là, je me dis: J'ai trop envie de l'embrasser». Tension à son Ouais, là, j'en peux maximum. plus. Il me dit, «Bah, moi, je vais y aller, je veux réviser tôt demain matin», donc au milieu de la soirée, il s'en va. Il se lève, il s'en va, il nous dit au revoir et tout et là, je regarde mon pote et je dis: Désolé, mais est-ce que je peux te laisser, tout seul au bar je sais pas combien de temps, mais je crois qu'il faut que je lui cours après. Là, j'ai trop enfin, c'est le moment» et donc évidemment, mon pote m'encourage et donc je lui cours après dans la rue et je lui dis: «Bah, attends, tu sais quoi? Je vais te raccompagner». Donc là, je sais qu'il a compris et il me dit: «Oui, oui, pas de souci». Je le raccompagne chez lui et au moment où il rentre dans l'ascenseur, alors là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film, ça me fait trop rire. Il rentre dans l'ascenseur et juste avant que les portes se referment, je les bloque et je lui dis: Tu me saoules, tu sais très bien ce dont j'ai envie, mais moi, j'arrive pas à savoir où t'en es toi». Et là, il me dit: Arrête de réfléchir, laisse-toi aller». Et donc, je l'embrasse, je recule, les portes se ferment et il disparaît dans l'ascenseur.
Et là, je repars rejoindre mon pote et en vrai, en sautillant. Et juste ça, tu vois, c'était juste ça. Et c'était Incroyable. trop bien. C'était trop bien parce que du coup, on s'est couchés tous les deux. Il m'a envoyé un texto après et où juste il avait marqué bien joué, point d'exclamation. Oh C'était la hyper marrant. vache. Et bon, j'ai évidemment très très bien dormi ce soir-là. Et puis après, on s'est revus. Et donc là, la relation a commencé à devenir un peu plus intime, un peu plus officielle, en tout cas. Oh la scène de l'ascenseur. Ouais, quoi. c'était trop. Quand j'y repense, je me dis, t'es complètement dingue. Tu bloques les portes, Je bloque les portes, tu lui roules une pelle je lui roule une pelle et je Les- m'en vais. et tu t'en vas. Ouais, je voulais juste ça en fait. Tu vois, J'adore. je voulais pas monter, faire un câlin Ouais. ou quoi que ce soit. Je voulais juste. Tu voulais prendre ton temps. Ouais, déjà. Et c'était vraiment ça. J'avais envie de ce bisou. J'avais envie d'aller un peu plus loin avec lui à ce moment-là. C'était très fugace et il est reparti. Ouais, ça c'était. C'est vrai que Corentin, c'est un grand romantique. Contrairement à moi. Quelques temps après, j'avais envie de monter à Paris avec quelques-uns de mes amis. Je lui propose de venir. Il me dit oui. Et là, on passe un week-end vraiment tous ensemble. C'est la première fois qu'on est hors de notre ville d'Angers. Et c'est les premières fois où on va aller un peu plus loin dans l'intimité. Tu vois, on se retrouve D'accord. ailleurs, tous les deux. Mais c'était pas tout de suite après, hein, ça a pris du temps aussi. Et voilà, c'était très sympa. Voilà. Et là, j'ai senti que l'histoire, elle prenait une tournure plus officielle. Tu vois, on commence à Plus partir en sérieuse. week-end Ouais. avec nos amis. Voilà, et je pense qu'à partir de là, les choses se sont faites naturellement et progressivement. À partir de cet été-là, on a commencé à partir en vacances ensemble et avec des amis. Et puis ça s'est instauré comme ça. Tu t'es laissé. Mais on a gardé chacun nos apparts Ouais. pendant 1 an. Juste, on se voyait à des moments de la journée. On allait, par exemple, le jour, la journée où on travaillait, on se retrouvait le soir pour aller courir ou on dînait ensemble. Voilà, il n'y avait pas trop d'impératifs. Enfin, c'était plutôt fluide et en fonction. Et puis c'est vrai qu'il avait comme ses études très prenantes. Donc je m'adaptais un petit peu Ouais. à ça, quoi. Après, sur les débuts de notre relation, il y avait un peu des attentes différentes. Sur, Oui. j'avais besoin d'espace et lui avait besoin de romantisme et de preuves d'affection très répétées. D'affection et d'engagement, tu crois? Et d'engagement, ouais. C'est-à-dire que tous les courtisans qui refrappaient à la porte ou qui me recontactaient étaient un peu persona non grata et me faisaient savoir. Et bon, après, on s'est ajusté là-dessus, hein, bien sûr. Mais moi, faire un peu plus d'efforts pour le rassurer et lui faire un peu d'efforts pour me laisser un peu de liberté. Donc, on s'est rencontrés en février. En septembre, je commence la dernière année de médecine du tronc commun avant de passer le concours de l'internat. Et là, je me suis mis en mode machine. J'ai dit à Corentin, enfin, voilà, c'est ma priorité. Moi, je veux absolument être dermato. Il faut que je réussisse ce concours et je me donnerai les moyens. Donc, je veux bien dormir, je veux bien manger, je veux bien qu'on continue d'être ensemble, mais il va pas falloir me créer des distractions émotionnelles. Voilà. C'était un peu. J'étais un petit peu. Je pense que c'était un peu dur pour lui de comprendre tout ça. Il n'avait pas fait de longues études à ce moment-là. Il était dans la vie active. Je pense qu'il avait du mal à se rendre compte de la charge de travail, quoique non, il l'a vite vu. Et moi, j'ai eu du mal à me rendre compte de ce que je lui imposais. C'était donc tu dors pas à la maison, je veux bien qu'on mange ensemble, je veux bien que tu m'aides à faire les courses et la bouffe. Enfin, je demandais un soutien domestique en fait, en plus d'être, Ok. tu vois, c'était de l'esclavage. Bon, voilà. Oh, punaise, t'es hyper. Au moins, t'es honnête là. Ouais, mais rétrospectivement, Oh. oui. Quand j'y étais, je m'en apercevais pas, j'avais la tête dans le guidon. Enfin, Ouais. moi, j'avais mes stages le matin à l'hôpital, je rentrais, je bouffais, je faisais une mini-sieste de 20 Ouais. minutes vitale, après je révisais pendant 3 heures, j'allais à la sous-colle pour m'entraîner, je retrouvais un autre groupe de colle, je rentrais, je voyais Corentin, je mangeais, je révisais jusqu'à 23 heures et je dormais. C'est ça toute l'année. Ouais, t'étais hyper discipliné, quoi. Bah, c'était fondamental. Enfin, on a été un peu façonné comme ça, hein, quand tu fais bac S maths, puis première année de médecine concours, après tu te détends un peu, mais t'es un peu formaté concours. Et à la fin de la première année, ça commence un peu à me peser ses études, même si je comprends que ce soit son Ouais. objectif. Mais je commence un peu à passer... Enfin, je passe au second plan. Sur une relation toute fraîche, c'est un peu dur à vivre. Est-ce que tu penses que t'étais déjà amoureux? Ouais, je pense et que j'avais envie de pouvoir parler plus de mes sentiments et que lui, il n'en était pas du tout à ce stade-là, parce qu'il avait autre chose à côté Ouais. qui lui prenait toute son énergie, et ce que je comprends.
C'est un sacerdoce. Mais sur le moment, je comprenais pas. Ouais. Mais la je médecine, voyais c'est un que truc mon de truc. ouf. Ouais. C'est un sacerdoce. On va Ouais, dire. ouais, vraiment, ça, c'est. Mais il a eu raison. Enfin, je veux dire, c'était son avenir. Ouais. Mais sur le moment, moi, je commençais à moins bien vivre ça, et à un moment, j'ai craqué. Il va me quitter un soir où je rentre d'une colle. Il est 19h30. C'est le rituel du vendredi soir, sushi. Et là, il n'y a pas de sushi quand je rentre. Je Ah. fais, il y a un truc qui cloche. Et là, il me dit que c'est fini, qu'il n'en peut plus. Et moi, je tombe des nues parce que, Ah, comme t'avais je te pas le vu. dis, là, j'ai du recul sur ce qui s'est passé. J'avais pas capté qu'il était en souffrance. Et puis, c'était un trait de personnalité de Corentin à l'époque, c'est qu'il était un peu secret sur sa souffrance. Et voilà, ça, c'est des trucs qu'il partageait pas. Et en tout cas, pas avec moi à l'époque. Voilà, moi, je tombe un peu des nues. Bon, il y a le concours, il faut rebondir vite. 2 heures après, j'étais Ouais. dans mes bouquins. Ouais, ça te fout un coup, mais Ça me fout toi, un t'es coup, mais je focus repars. De sur- toute façon, je suis hyper Ouais. résilient. Ça, Ouais. c'est un autre trait de ma personnalité. Je pense que je rebondis. Voilà, je suis pragmatique. Donc, je fais OK, c'est fini. On repart, c'est pas grave. Une nouvelle vie s'ouvre à moi bientôt. Ok. Non sans nostalgie ou tristesse de perdre Corentin, parce que j'étais quand même hyper attaché. On fait un break de 3 mois environ, mais pendant lequel on continue de se voir. C'était trop dur de pas le voir. En fait, vraiment, c'était plus un ultimatum que je lui ai mis qu'autre chose. Et donc, on a continué de se voir au sport, on a continué de se faire des petits cafés, des restos, mais plus de bisous, Ok. plus de câlins, rien. Mais quand même très présents l'un pour l'autre. Mais ça me convenait mieux à ce moment-là, parce qu'au moins, il n'y avait plus d'ambiguïté. C'est-à-dire, oui, je suis quelqu'un de très proche de toi, oui, je suis là pour toi, Mhm. mais je sais que j'attends rien d'autre. Et donc, on a fait ça quelques mois, il a passé son diplôme, et à la fin de son examen, je lui ai dit, ça te dirait pas qu'on parte en week-end? Évidemment, il m'a dit oui. Donc, j'ai booké un petit week-end en Normandie, et là, j'ai fait une reconquête. Tu lui as fait une déclaration? Je lui ai pas fait une déclaration, mais lui a été disponible à nouveau, réceptif, et on a passé un trop bon week-end, on a randonné, enfin c'était chouette, et c'était l'occasion, oui, de s'exprimer un peu plus. J'ai pas fait de déclaration, mais je lui ai dit que je tenais vraiment à lui, que je m'en voulais de l'avoir lâché pendant ces derniers mois de révision, mais que pour moi c'était trop dur. Hmm. Il a compris mon point de vue, et on s'est remis ensemble à cette occasion. Ok. Naturellement. Mais je pense que ça nous a fait du bien, et je sais, parce qu'il me l'a dit après, que pendant cette période, tous ses potes lui ont dit, mais tu sais, Corentin, il a eu raison, c'était un peu dur la manière dont tu te comportais avec lui. Donc je pense que ça aussi, ça lui a fait réfléchir, mais il s'en est pas du tout rendu compte sur le moment, évidemment. Mais après coup, il s'est dit, ah oui, peut-être que j'ai abusé, et puis je pense qu'il s'est rendu compte qu'il tenait à moi, j'espère. Ouais. Et voilà, ça c'est... Est-ce que vous parlez de vos sentiments à ce moment-là ou pas? Pas trop, non. Pas trop. Non, on sait qu'on s'apprécie, on sait que tout va bien. Non, les discussions sur nos sentiments, nos ressentis, elles sont venues plus tard dans notre relation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est cool, on parle de tout. Ouais. On peut tout se dire. Ouais. Ça dure, enfin, le début de la relation, vous vous engagez pas du tout presque en fait. Je sais Pas du comment tout, dire. mais parce qu'en fait, personne ne même sans sait. parler d'engagement, je veux dire matériel, Oui, vivre non. ensemble, etc., Ouais, etc. ouais. Émotionnellement, sentimentalement, Et en fait, quand on se dit pas les choses, c'est Eh particulier. ben, je non vais t'expliquer pourquoi. C'est que le nouveau rebondissement, quand tu finis tes années d'études de médecine, au bout de 6 ans, tu passes un diplôme. Ouais. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Je crois que ça a changé. Et en fait, ça te donne un classement. Tu es classé dans une... Oui. Avec tous Et après, tu peux choisir. Et ça te permet de choisir une spécialité Oui. et une ville. Et en fait, lui ne savait pas du tout... Enfin, il savait qu'il ne resterait pas à Angers. Moi, je ne savais pas si je quitterais Angers ou pas. Donc, Ouais. je pense qu'il n'a pas voulu non plus trop s'investir, en se disant, mais peut-être que je vais partir à l'autre bout de la France, que on va devoir arrêter notre histoire. Et c'est ce qui est arrivé. Combien de temps plus tard, du coup? Quelques mois après avoir passé son diplôme. En fait, je sais plus, je pense que l'examen, ils le passent en mai, un truc comme ça. Et ils ont leur affectation en septembre. Ouais. Donc on passe l'été ensemble, on s'est remis ensemble cet été-là, Ouais. tout va bien. Et vient le moment des choix, et là, il hésite entre Marseille et Paris. Et là, je me dis, bon, autant Paris, c'est 1h30 de TGV d'Angers, tu vois. Moi, je sais pas Ouais. trop encore ce que je vais faire. Parce mais- que toi, tu travailles toujours à Angers. T'as ta vie à Angers. Non, je venais de m'inscrire à la fac de droit. Et du coup, lui n'ayant pas encore eu son affectation, je venais de m'inscrire à la fac de droit de Nantes, Ok. qui est à côté d'Angers et qui est à 2 heures de TGV de Paris. Donc quand il me dit qu'il hésite entre Paris et Marseille, je me dis, bon, C'est pas la même chose, Nantes, bah, Marseille. non, autant Nantes-Paris, je peux prendre un abonnement de train et y aller régulièrement, et on voit. Nantes-Marseille, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va rester ensemble à distance quelques mois, et puis moi, en tout cas, la relation à distance, ça ne me convenait pas, donc je savais que ça se serait étiolé dans le temps.
il pense qu'il ne pourra pas avoir Paris, parce que Paris était un peu mieux classé Ok. que Marseille dans les choix. Et du coup, il commence à me préparer au fait qu'il part à Marseille. Donc là, Ok. s'ensuit quelques jours où moi je suis là, bon, ok. Mais bon, en même temps, il a raison, il faut il fait son choix en fonction de son classement. Je me dis, bon, on essaiera. Tu vois, on reste un petit peu dans ce truc-là. Ok. Et c'est ce qui fait qu'on s'engage pas vraiment. Ouais. Et finalement, son classement lui a permis d'avoir Paris. Et donc, il décide d'aller à Paris. Pas pour moi, je pense. Enfin, pour le coup, pas à Ouais. ce moment-là. Ouais. Il décide d'aller à Paris parce que la formation lui paraît meilleure à ce Ouais. moment-là. Et il choisit de prendre l'option dermatologie. Ok. Quelque chose qu'il voulait. Et il fait des allers-retours pendant 1 an. Moi, je vis une année très difficile, la première année d'internat. Je me suis pas épargné. J'ai pris des stages très exigeants avec des gardes. Et j'étais vraiment... Puis la mise en responsabilité, c'était une période extrêmement difficile. Donc, Corentin était encore là pour me soutenir, à faire les allers-retours, Nantes-Paris, à repartir le lundi matin à 5h50 pour rejoindre sa fac. C'était une période encore de flottement et d'adaptation. Ouais. Ouais, donc on a eu des débuts chaotiques, hein, entre Ouais. le concours, Ouais. cette installation à Paris, et sans pour autant, encore une fois, s'engage à vivre ensemble et à rester un couple exclusif sur le long terme. Hein. C'était, je continue à faire les allers-retours, on verra bien où ça nous mène. Ouais. Et puis finalement, cette année a été une phase de test où on s'est beaucoup soutenu et il a décidé de venir continuer ses études à Paris. Et là, on s'est installés ensemble pour la première fois À Paris. à Paris. Et donc, toi, tu arrives à Paris, tu quittes Angers. Tu connaissais Paris? Tu connaissais la vie parisienne? Je connaissais pas la vie parisienne, je connaissais Paris pour y aller de temps en temps en week-end ou voir des copains. Ouais. Mais Bah, c'est tout. Et pour l'année que tu as passée. Et ensuite, ouais. l'année que j'ai passée avec Réan, et Ouais. je me suis dit oui, je pourrais y vivre sans problème. Pour le début de notre 3e année, on s'installe ensemble à Paris. Donc un peu dur la cohabitation dans le studio. Ouais. Et puis un peu dur la cohabitation tout court, parce que parce à que part t'es des maniaque. vacances. Et lui non. Et lui non. Enfin en tout cas pas sur le rangement notamment. D'accord. Et donc moi je reprends un peu tout en main comme je l'estime. Lui, je pense que ça l'agace énormément. Et le lieu est petit, donc ça cristallise oui, bien tout. sûr. Et surtout, nos rythmes de travail faisaient que lui faisait des gardes la nuit. Donc il rentrait le matin, il avait envie de dormir. Moi, la journée, j'étais soit à la fac, soit j'avais un job étudiant en parallèle, mais je rentrais dans l'après-midi et j'avais besoin soit de réviser, soit de me reposer. Lui, c'était le moment où il se réveillait. Enfin, incompatibilité d'emploi du temps. Donc on a décidé de prendre un autre appart. On vit ensemble, Corentin se cherche, histoire de l'art, droit. Et là, c'est moi qui le soutiens parce que voilà, moi, je suis un peu lancé et lui, il est dans une phase de questionnement. Ouais. J'ai rencontré sa famille, notamment sa maman, qui elle-même, quand je l'ai rencontrée, était dans ce processus de reconversion. À 50 ans, elle avait tout quitté et elle voulait devenir potière. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé la céramique une fois par semaine en loisir, voilà, comme on ferait n'importe quelle activité. Ok. Une activité manuelle. Et quoi, voilà, dans c'était un mon cours. activité manuelle et c'est vrai que c'était mon sas en fait. Ça m'a fait un bien fou. C'était mon moment à moi de création. Et plus les semaines et les années ont avancé, plus je ne pensais qu'à ça. Et à un moment, j'ai dit à Réan, écoute, là, je vais pas aller plus loin dans ma licence de droit. J'aimerais faire comme ta mère. Enfin, j'aimerais en tout cas entamer une reconversion et préparer un CAP. Donc là, il m'a dit, ok. Incroyable. Ouais. Ah, Et il m'a dit- l'inspiration vient de la maman de Ryan. Ouais, en tout c'est cas, beau. c'est clairement elle qui m'a mis le Ouais. pied la première fois. Comment tu lances l'activité de céramique? Et ben donc, il accepte de faire l'effort de m'entretenir, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre terme. Ouais. C'est-à-dire que moi, la formation, elle va durer 1 an. Ouais. Et pendant cette année-là, je peux plus avoir mon job étudiant, Ouais. parce qu'en fait, c'est une formation à temps plein. Ouais. Sauf qu'on a notre loyer. Et Ouais. donc, en fait, il accepte de prendre en charge tout le loyer de l'appart pour me laisser le temps de faire cette formation. Donc là, franchement, déjà, trop cool. Enfin, Grand j'ai eu geste énormément de d'amour. Ouais, Ouais. vraiment. Ça, c'est clair. Ça parle plus que des mots. Et donc, je fais cette formation. Et à la fin de cette formation, je me dis, bah, allez, il faut ouvrir maintenant l'atelier. Enfin, tu vois, j'étais un peu pressé de lancer l'activité parce que justement, je voulais pas que tout repose sur lui. Et je voulais. T'avais quand même un peu une situation d'urgence où il fallait que tu Ah commences ouais, je voulais vite pouvoir en vivre et vite pouvoir montrer que j'ai pas fait ça juste pour passer une année. Et t'étais confiant? Pas du tout. Non, mais c'est hyper angoissant. L'artisanat en indépendant, prendre un local à Paris, les loyers que c'est. Et donc, j'ai trouvé un local, j'ai installé l'atelier, j'ai financé un atelier, tout ça.
Et puis ça a commencé à prendre et après ça s'est développé heureusement assez vite. Et aujourd'hui, tu en vis Oui, aujourd'hui j'en complètement? vis. Ouais, Tu as exactement. 2 ateliers, c'est ça? Et j'ai 3 ateliers. J'ai 3 2 ateliers. ateliers où on donne des cours et un où je fais ma production. Ouais, ok, d'accord. Ouais, Et c'est magnifique ce que tu fais. merci. Je vous montrerai les auditeurs sur l'Instagram, les beautés. Quand est-ce que va arriver l'envie d'avoir un enfant? On a grandi. On a fait nos études. Lui, il a grandi à Angers. Moi, j'ai longtemps vécu à Angers avec lui. J'ai longtemps vécu à Angers avec beaucoup de couples hétéros, pas mal de potes gays aussi. Mais le cœur de notre noyau amical, c'était des couples hétéros. Et en fait, ils se sont tous mis à faire des enfants. Moi, je savais aussi depuis très longtemps que... Enfin, j'avais ce désir depuis très longtemps. Quand on était enfant, j'étais un peu l'aîné de tous les petits cousins. On était souvent chez nos grands-parents. Les parents se débarrassaient de leurs enfants le week-end chez les grands-parents, comme beaucoup font. Et j'étais un peu le chef de la bande et je me suis beaucoup occupé des petits. Ok. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce rôle et je me suis toujours projeté un peu. Tu joues un peu au papa et à la maman, Ouais, quoi. ok. Et donc, je me suis toujours projeté dans cette transmission. Voilà. Je me suis toujours projeté dans ce rôle parental étant enfant. Mais quand tu fais ton coming out, à l'époque où je l'ai fait, où tu réalises que tu es gay, une partie de toi renonce un peu à la parentalité, puisqu'il n'y avait pas de représentation dans les médias de famille homoparentale. Je ne pouvais pas concevoir le fait de m'assumer avec le fait de continuer à avoir ce désir d'enfant. Ok. Donc tu l'enfouis. Tu fais un deuil, quoi. Tu fais un deuil, tu enfouis ce désir. Ça fait partie aussi, je pense, des difficultés du coming out, c'est de te dire, la vie que mes parents ont eue avec des enfants et qui m'aurait plu peut-être, j'y renonce. Et en fait, il y a 2013 et le mariage pour tous, on manifeste, on est à Paris, on est trop content de vivre tout ça, défiler, ou alors aller chez des brunchs de copains, être à vélo et devoir traverser la manif pour tous. Voilà, c'était une période charnière pour nous et de voir les opinions se libérer et puis cette victoire qui nous galvanise et qui fait renaître le désir d'enfant. Et autour de nous, les grossesses qui se multiplient, les copines qui ont des enfants. C'est là qu'on se dit, on n'avait pas de réfléchi beaucoup à la façon dont on allait être parents. Et ce qui nous est venu, c'était l'adoption. Partons, on se marie et du coup, on pourra peut-être adopter. Et on commence le parcours après s'être marié. Puis après, il y a eu les échecs répétés, la discrimination institutionnelle à l'époque. Il paraît que ça a changé, le personnel de l'espace Paris Adoption a été renouvelé, mais on a senti très durement cette discrimination. Le premier contact avec l'institution, c'est qu'on est reçu par une travailleuse sociale qui nous reçoit en tant que couple candidat à l'adoption, candidat à la demande d'agrément en vue d'adopter. Ouais. C'est même pas candidat à adopter, c'est à être agréé. Et donc, les premiers mots qu'on nous dit, c'est si vous voulez vraiment un enfant, qui plus est en bonne santé, vous faites fausse route. Voilà, boum, bim, un mur. Puisque on nous fait comprendre, vous êtes un couple atypique et que vous n'avez pas vocation à recevoir un enfant dont pourrait s'occuper un couple hétéro, qui est le couple légitime pour s'occuper d'un enfant. Et ça a été hyper dur. Moi, je tremblais de rage, en fait, sous la table. Je me broyais les mains, tellement j'avais envie d'exploser. Je comprenais pas. Et puis, le huis clos de cette situation faisait qu'elle avait toute puissance, cette travailleuse sociale, à nous exposer son point de vue, qui était quand même illégal à l'époque. C'était de la discrimination. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, c'était en 2014. C'était il n'y a pas si longtemps. 15, ouais. Et à étayer son propos, puisque moi, je me contiens. Je n'avais bien sûr aucun intérêt à exploser, puisque c'était elle qui avait tout pouvoir. Ouais. Donc, je me contiens et elle poursuit. Si vous voulez être pragmatique, vous feriez mieux de demander d'être candidat pour adopter un enfant trisomique ou avec un handicap moteur lourd ou avec... Et moi, je suis scotché. Je me dis, mais c'est pour quelqu'un qui s'est introduit comme défenseur des droits de l'enfant, j'étais absolument révolté, tant pour nous que pour les enfants qui devaient être adoptés. Donc, des enfants de seconde zone, des parents considérés comme de seconde zone. C'était quoi ce raisonnement? Donc ça, c'était la dure réalité de l'adoption à l'époque. Et mais vous faites quand même les démarches bien pour sûr, avoir l'agrément. Politiquement, il fallait qu'on le fasse, qu'on ait l'agrément, qu'on essaye.
Et du coup, ça dure quand même quelques années, cette affaire. On est un peu systématique, hein, en mode engagé. On a envoyé à tous les départements. Une fois que tu as l'adoption, l'agrément, tu peux te demander à être adopté dans tous les départements. Donc, on a fait 99 courriers qu'on a envoyés dans tous les départements. On n'a eu aucune réponse, bien sûr. Tout ça patine très longtemps. On a les entretiens réguliers avec cette travailleuse sociale. Et du coup, on voit bien qu'il y a peu de chances que ça se produise un jour. En tout cas, nous, le désir grandit. On commence à se sentir mal. Là, on s'est dit que ça n'allait pas. Quand nos copines nous disent on est enceinte et que nous, on ressent de la douleur, la frustration, dire que ça ne nous arrivera pas, là, on se dit ça va plus. Il faut qu'on trouve une autre solution. Et on a commencé à se renseigner, GPA, tous ces trucs-là. Ça ne nous convenait pas. Et le GPA, c'est possible en France ? Non, mais on peut le faire à l'étranger. Mais voilà, ça nous allait pas et on s'est renseigné un peu. On a découvert la coparentalité. Et là, on s'est dit, ouais, bon, c'est un peu un truc de 68 arts, élever un enfant en communauté, tu vois, avec plein de parents. C'est quoi exactement la coparentalité ? Alors, la coparentalité, c'est on fait un enfant avec une ou d'autres personnes et on l'élève ensemble. Ok. Donc, nous, dans notre cas, on a rencontré une femme seule. Et donc, on est 3 parents. Mais il y a des coparentalités où il y a 2 papas, 2 mamans. Tu vois, c'est une petite communauté autour d'un enfant. Et il faut tout un village pour élever un enfant. Mais en fait, je pense vraiment que cette phrase est vraie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 3 à élever un enfant. Ce serait bien si on était un peu plus, tu vois. Si on était 6, ce serait pas mal, non ? Et alors, ceux qui sont seuls ou juste à 2 pour élever un enfant, moi, j'ai pas connu ce schéma-là, mais bravo. Tu vois, bah, toi, par exemple, bravo. Je me rends bien compte du travail que c'est. Et comment tu rencontres le coparent alors ? Alors, c'était le confinement, donc on la rencontre sur des groupes Facebook dédiés à la coparentalité où les gens mettent des petites annonces un peu, tu vois. D'accord. Donc c'est marrant, on repart dans un nouveau processus de date J'avais pas du tout connaissance de ça, tu vois. Et donc au début en vidéo, on en voit plusieurs, puis il y en a une avec qui ça match. Et donc là, on se fait des visios et vraiment, chacun parle de sa vie, de ses passions. Et puis après, la ligne conductrice, c'est nos valeurs, comment on envisage d'élever l'enfant, quelles valeurs lui transmettre. Et puis les trucs plus pratiques, comment on envisage juste le quotidien avec 3 parents. Et on voit que on est raccord avec cette nana et on se décide ensuite de se rencontrer en vrai. On part en week-end, ça se passe très bien. Elle rencontre nos familles, on rencontre sa famille. Ah ouais. Bah ouais, parce qu'il y a quand même... incroyable. En fait, c'est pas juste... On n'ajoute pas juste un adulte et donc un parent à notre future famille. On ajoute sa famille. Ouais, t'as raison. Et ses amis. C'est-à-dire que notre fille, aujourd'hui, elle côtoie... elle a des grands-parents du côté de sa mère, elle a des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. Donc, on avait un peu envie de voir tout cet entourage. Tout le monde est plutôt partant pour le projet. Et puis, voilà, on se dit, banco, on le fait. Et elle tombe enceinte rapidement, ça, on a eu beaucoup de chance. La grossesse était compliquée, donc ça nous a vachement rapprochés. Mais l'accouchement s'est bien passé et aujourd'hui, notre fille va très bien. Et donc, on est sur un système de garde alternée. 50-50, donc... En fait, la semaine est divisée en 2. Nous, notre fille est toujours avec nous du lundi au mercredi. Le mercredi soir, elle part chez sa mère jusqu'au vendredi. Et on fait un week-end sur 2. Et les vacances scolaires, pareil, divisées en 2. Voilà. Juste légalement, du coup, comment ça se passe ? Il y a 2 parents biologiques qui sont sur l'acte de naissance et sur le livret de famille de notre fille. Oui. Et le 3e parent, on est passé devant un juge des affaires familiales pour demander une délégation d'autorité parentale. Donc, on est 3 à avoir l'auto... Voilà. Okay. Juste, pour le 3e parent, notre fille n'a pas sa filiation. Donc, elle porte pas son nom de famille et elle peut pas hériter en première ligne. Enfin, des trucs de notaire. Mais ça, tu fais des testaments, des trucs... Ok, il y a moyen de contourner ou d'améliorer la situation. On s'en fiche. Le côté legs, c'est pas important, tu vois. Là, c'est plus les droits... Donc, si on résume la situation, ta rencontre avec Ryan a légèrement influencé ta trajectoire et ta vie. Complètement. Puisque tu as quitté ta ville natale, celle où tu as grandi, arrêté tes études de droit et découvert une nouvelle passion dans la céramique. Aujourd'hui, c'est ton métier, ton activité, et aussi ta passion encore, j'imagine. Oui. Et tu es devenu papa. Exactement. Comment tu interprètes ça ? Est-ce que tu te dis, si c'était pas lui, qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui ? Est-ce que tu t'imagines ce genre de choses ? Comment tu interprètes cette rencontre ? Est-ce que tu crois qu'elle était écrite ? Est-ce que tu crois que tes décisions, tes actions
qui ont dessiné le chemin? Je suis pas sûr de croire aux histoires de destin. Enfin, ça, c'est très personnel à chacun. Ouais, tout à fait. En tout cas, cette rencontre, à ce moment-là, m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. C'est certain que si c'était pas lui, je ferais probablement pas ce métier. Je ne sais pas si j'aurais des enfants. Je ne sais pas où je vivrais. Et de fait, tout ça influence ta personnalité. Donc en fait, je ne serais même juste pas cette personne-là. J'ai zéro regret. Enfin, vraiment, je suis trop fier et trop heureux d'avoir fait ce chemin avec lui. Je suis trop content de ce qu'on a construit et ce qu'on a aujourd'hui. Et maintenant, on verra la suite, parce qu'il nous reste encore plein d'années à vivre ensemble, et que là, on en a fait peu, finalement, même s'il s'est passé beaucoup de choses. Mais je pense avec tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a construit, dans tous les cas, la suite se fera de manière intelligente et dans le respect. Enfin, ouais, ça m'inquiète pas. Mais c'est vrai que je sais pas. Je sais pas qui je serais si je l'avais pas rencontré. C'est fou hein, quand Ouais. on se dit, Ah quand ouais. on se dit ça. Ah oui, c'est sûr. Et ce qui est fou, c'est de réaliser qu'il y a toute micro-décision. Même une partie de notre entourage, enfin, une partie de mes amis ne serait pas Ouais. là. Ouais. Et du coup, ça te déclenche des réflexions un peu métaphysiques et philosophiques sur le sens de la vie ou pas du tout? Ou tu laisses le flow et tu prends les Non, trucs je comme me ils laisse arrivent? porter, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, je me demande bien ce que ça aurait été. Je crois que vraiment, ça a été la meilleure rencontre. C'est-à-dire que je me sens bien dans ma peau aujourd'hui, je me sens bien dans mon rôle de père, je me sens bien dans mon rôle de mari, même si j'aime pas cette étiquette. Enfin, tu vois, je sais pas que je lui appartiens pas, mais voilà, j'aime être avec lui, je me sens bien dans notre ville, dans notre lieu de vie. Enfin, tu vois, tout ça nous appartient à nous deux. J'ai tout vécu avec Corentin de manière extrêmement complice et quasiment fusionnelle. On a eu nos déboires professionnels, nos challenges. Il m'a accompagné dans des moments hyper heureux, comme des moments très difficiles. Il avait noué une vraie relation avec ma mère. Quand je l'ai perdu, il a été un soutien très légitime, en fait, parce qu'il l'avait vraiment connu aussi, et il a été très précieux dans ces moments-là. Il y a eu la parentalité. Voilà, on s'est redécouvert aussi en étant parents. C'est pour la première fois envoyé des ta gueule, je pense. À 3h du mat. Voilà. Je vois pas du tout ce que tu fais. Non, c'est vraiment le compagnon d'une vie. Il est avec moi on est ensemble tout le temps. C'est ta On s'est jamais quitté, même quand on s'est séparés. Ouais, c'est bien. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A.